notre invité politique ce matin, c'est Manon Aubry. Je vous en prie, installez-vous Manon Aubry. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée européenne, tête de liste de la France Insoumise pour ces élections européennes. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vessaredon du groupe EBRA. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane, bonjour Manon Aubry. Bonjour. Manon Aubry, on va évidemment parler de votre campagne, de votre programme, mais d'abord quelques questions d'actualité, et notamment cette visite de Xi Jinping, qui est donc arrivé hier en France pour une visite d'État de 2 jours, accueil aux Invalides, banquet à l'Élysée, demain les Hautes-Pyrénées où Emmanuel Macron passait ses vacances. Est-ce que vous comprenez qu'il reçoive son homologue de cette façon ? Il est évidemment normal de recevoir le président de la République chinois. Maintenant, il y a plusieurs questions qui se posent sur cette visite et derrière le tapis rouge déroulé par le président de la République français. La première question, c'est une question commerciale. On a un déficit commercial majeur vis-à-vis de la Chine. C'est 40 milliards d'euros sur les 100 milliards de déficit commercial. Et derrière, il y a des questions. Je vais vous donner juste un exemple. On se fait ratiboiser littéralement par la Chine sur la production de panneaux solaires. On a 97% des panneaux solaires européens qui sont importés. La plupart viennent de Chine, notamment de la province où il y a du travail forcé des Ouïghours, qui sont produits avec du charbon, donc en plus extrêmement polluants. Et dans le même temps, on a nos 2 entreprises, on n'en a que 2 en France, de panneaux solaires qui sont en train de fermer, Systovie et Photowatt. Donc il y a un problème commercial majeur vis-à-vis de la Chine et je souhaite qu'il soit posé sur la table. Et la deuxième question, à mon sens, c'est une question diplomatique. La Chine a un rôle à jouer dans les conflits mondiaux et notamment dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et j'espère que le président de la République se saisira de cette opportunité pour faire pression sur la Chine pour qu'elle joue un rôle, notamment pour amener Vladimir Poutine à la table des négociations. Alors justement, sur la question de l'Ukraine, ce matin, le président chinois il publie une tribune dans le Figaro et il dit comprendre le bouleversement qu'engendre la crise ukrainienne pour les Européens. La Chine n'est pas partie prenante ou participante, mais nous avons toujours joué un rôle constructif pour favoriser un règlement pacifique. C'est ce que dit Xi Jinping. Est-ce que la clé de la fin de la guerre, elle est détenue par la Chine pour vous ? Elle n'est pas détenue uniquement par la Chine, mais il est clair que la Chine a un rôle à jouer, elle a un double rôle à jouer. Le premier, c'est que, d'une certaine manière, le président chinois dit qu'il n'a pas de lien avec cette guerre, c'est faux. Ils envoient des armes, donc ils ont un rôle et une responsabilité, et ils ont un rôle et une responsabilité vis-à-vis de Vladimir Poutine. Je crois que l'Allemagne et la Chine ont pris une initiative diplomatique pour essayer de ramener tous les interlocuteurs autour de la table. Vladimir Zelensky a déjà dit au président ukrainien qu'il était prêt à s'y rendre au mois de juin. Maintenant, il faut que la Chine joue son rôle pour ramener Vladimir Poutine à la table des négociations. Il est clair qu'il faut utiliser tous les leviers que nous avons pour mettre un terme à cette guerre. Et la Chine fait partie de cette équation un petit peu difficile. Si je vous écoute bien, cette négociation diplomatique démarre sur un mensonge. Quel mensonge ? Celui de la non-implication de la Chine. Il est clair que la Chine essaie de s'exempter de ses responsabilités. C'est pas la première fois qu'elle le fait. Maintenant, on fait de la réelle politique. La question, c'est comment on met un terme le plus rapidement possible à cette guerre. La Chine, dans ce contexte-là, est un levier et il faut que la France utilise ce levier et se serve de cette visite diplomatique, non pas pour juste dérouler le tapis rouge aux entreprises chinoises, comme le président français a un peu trop tendance à le faire, mais qu'il mette les sujets qui fâchent à la table des négociations, à savoir la question de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la question commerciale. Dans votre programme, vous dites refuser de régler nos différends commerciaux avec la Chine en entrant dans l'alliance militaire que les États-Unis créent contre elle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la France et l'Union européenne sont écartelées entre les États-Unis et la Chine ? Oui, et c'est toute la difficulté de l'Union européenne, c'est finalement de choisir d'organiser des dépendances. Et nous, ce que nous avons toujours prôné, c'est un non-alignement, ni sur le bloc des États-Unis, ni sur le bloc de la Chine, pour garantir notre indépendance et notre souveraineté. Et c'est important à tous les niveaux. C'est évidemment important d'un point de vue militaire et diplomatique. On l'a vu là, y compris dans les armes qu'on envoie en Ukraine, on n'est même pas capable de produire ce dont les Ukrainiens ont besoin. On n'arrive pas à tenir nos promesses. Ça, c'est le premier élément. Et puis, il y a une question plus générale qui est une question commerciale, où aujourd'hui, la France et l'Union européenne, en signant à tour de bras des accords de libre-échange, ont organisé une forme de dépendance au monde entier. Et ce que je souhaite, c'est que l'Union européenne redevienne un continent de producteurs pour produire ce dont nous avons besoin. Et ça suppose la garantie de notre indépendance et de notre souveraineté. Dans une interview à la Tribune dimanche hier, Emmanuel Macron, on passe à un autre sujet, condamne avec la plus grande fermeté le blocage des universités par des étudiants défendant la cause palestinienne. Est-ce que vous aussi ? Absolument pas. Et je vais même vous dire, je suis fière que cette jeunesse ne détourne pas le regard face au massacre en cours dans la bande de Gaza. Je suis fière que cette jeunesse
se lèvent et disent à la France, à l'Union européenne qu'il faut agir, qu'il faut un cessez-le-feu permanent et immédiat, qu'il faut prendre des sanctions à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou, un embargo sur l'envoi d'armes, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. C'est ce que moi je demande et je porte au Parlement européen, donc je me retrouve dans ces revendications. Il a dit hier dans la Tribune Dimanche qu'il a appelé un cessez-le-feu. Mais un cessez-le-feu, ce sont des paroles. Maintenant, ce qu'il faut, c'est des actes. Et pour arriver à cesser le feu, il faut que l'Union européenne utilise ces leviers. Pourquoi le président de la République refuse un embargo sur l'envoi d'armes? Parce que la France continue à envoyer des armes à Israël. Et c'est tout le problème. Pourquoi l'Union européenne continue de refuser de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, alors que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël? Vous voyez, on parlait à l'instant de la Russie et l'Ukraine. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est ce 2 poids 2 mesures. Ce que je ne supporte pas, c'est le droit international à géométrie variable. On a décidé à raison de sanctions à l'égard du gouvernement russe. Pourquoi sommes-nous incapables de décider de sanctions à l'égard du gouvernement israélien qui viole le droit international, qui commet des crimes de guerre dans la bande de Gaza, qui massacre la population palestinienne, qui a tué plus de 35 000 civils. À Gaza, il est mort autant d'enfants en 4 mois que dans l'ensemble des conflits internationaux en 4 ans. C'est insupportable. Et pourquoi, selon vous ? Et que jeunesse se fasse, et merci en fait à la jeunesse d'ouvrir la voie. En fait, je suis fière quand je vois mon pays, la jeunesse se soulever. Est-ce que vous appelez les lycéens à emboîter le pas aux étudiants? Oui. Il y a un appel qui est lancé ce matin. C'est pas avec un risque, entre guillemets, de bordélisation. Évidemment, c'est pas moi qui vais décider pour les lycéens ce qu'ils doivent faire. C'est la même chose pour les étudiants. Ils sont très bien capables de s'organiser eux-mêmes. Mais est-ce que vous les encouragez à le faire? Je les soutiens en tout cas. Je les soutiens dans les actions et les initiatives qu'ils pourront prendre. Et j'espère que ces initiatives auront de l'écho. Vous savez, je vois une ironie complète à Gabriel Attal s'émouvoir du blocage de Sciences Po. Il se trouve que je suis de la même promo que Gabriel Attal à Sciences Po. Et il se trouve qu'on a bloqué ensemble Sciences Po et que Sciences Po a été bloqué mais plein de fois pour des raisons diverses et variées, contre la hausse des frais de scolarité, contre les réformes des retraites. Et Gabriel Attal, il bloquait avec vous? Je sais plus où est-ce qu'il était précisément, mais je pense pas que ça les meuvait particulièrement. Donc il y a une hypocrisie complète. On a le droit de se mobiliser sur des questions sociales, mais on n'a pas le droit de se mobiliser sur des questions géopolitiques à Sciences Po, alors que vous avez précisément des étudiants qui étudient le droit international. Moi, j'ai enseigné le droit international pendant des années à Sciences Po. Je suis fière que les consciences se soient éveillées, que les jeunes se mobilisent. En fait, j'ai envie de leur dire merci. Ils sont l'honneur de notre pays à l'heure où la France et Emmanuel Macron singulièrement essaient de se détourner de ses responsabilités. Alors justement, les questions sociales, on va en parler, mais juste un mot. Est-ce que vous êtes audible dans cette campagne sur les questions sociales? Hier, Fabien Roussel du Parti communiste dit que vous faites le choix de faire de la Palestine votre principal sujet de campagne. Vous l'assumez? Ça n'occulte pas d'ailleurs. Ça n'occulte pas. Est-ce que vous avez écouté un seul de mes meetings? Oui. Et de quoi ai-je parlé dans mes meetings? Vous parlez beaucoup de social, mais il n'y a pas que vous qui parlez. Je suis ravie que vous le reconnaissiez. Et d'ailleurs, on va en parler, puisque effectivement, ça fait partie de vos mesures. Puisque vous avez regardé notre programme, vous avez pu voir aussi, on a plus de 480 propositions. Il y en a 4 ou 5 sur Gaza et la Palestine, et l'ensemble des autres questions sont traitées. Bon, d'abord, Gaza, ça s'impose à nous. Moi, je ne suis pas d'accord pour détourner le regard. Pardon, mais je pense que le Parti communiste essaie de se cacher sur ces questions, et je le regrette, parce qu'historiquement, le Parti communiste a été à nos côtés pour défendre les Palestiniens. Maintenant, mais lui, il dit qu'il faut parler du pouvoir d'achat. Mais c'est ça qui concerne les gens. J'en parle. Écoutez, hier, on a eu, vous l'avez évoqué, un débat avec toutes les têtes de liste. J'ai été la seule à parler de la question sociale. Déjà, RTL refuse de mettre cette question à l'agenda, alors que, pardon, c'est la première problématique des Français. Et puis, dans le débat, j'étais la seule à en parler, notamment parler de la hausse du coût de la vie, des entreprises agroalimentaires qui s'en mettent plein les poches. Moi, je propose de bloquer les prix des produits de première nécessité, de bloquer les marges des entreprises agroalimentaires. C'est des propositions extrêmement concrètes. Je propose de taxer les super profits des grandes entreprises, propositions extrêmement concrètes. Et j'en parle, vous voyez, à chaque fois qu'on me tend un micro, et je suis ravie de l'avoir fait de nouveau à ce micro avec vous. Mais on va continuer à le faire. On va parler de vos propositions. Justement, effectivement, il y a beaucoup de social. Vendredi, vous avez sorti une affiche qui a fait débat, notamment à gauche. Vous pointez l'influence des lobbies et vous souhaitez que les députés européens ne touchent pas de rémunération annexe. Avant de revenir sur le fond de cette proposition, on voit sur cette affiche des députés européens avec des montants affichés qui vont du simple au quadruple d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspondent concrètement ces montants? Oui, ce sont des rémunérations annexes déclarées par les députés. C'est obligatoire de déclarer ces rémunérations annexes, mais malheureusement, vous les déclarez en
en fourchette. Donc vous ne déclarez pas le montant exact, vous cochez une case, d'où le fait que ce soit des montants en fourchette. J'ai été honnête et transparente, j'ai donné le montant des fourchettes déclarées. La source, c'est le site qui est cité en bas, Integrity Watch, qui est un site compilé par Transparency International qui a récupéré chacune des déclarations. Et oui, ce sont les montants des rémunérations annexes. Et qu'est-ce que j'ai voulu faire avec ce visuel? C'est poser une question majeure qui est assez méconnue. Le fait qu'un quart des députés au Parlement européen touchent des rémunérations annexes. Et pour beaucoup d'entre eux, ce sont des rémunérations qui viennent de lobbies, d'entreprises ou d'États étrangers. Et moi, je propose une chose très simple, c'est d'interdire ces rémunérations annexes quand ça vient d'entreprises, de lobbies ou d'États étrangers. Je m'y engage pour ma liste, aucun de mes élus ne touchera le moindre centime et je demande à l'ensemble des autres têtes de liste de s'y engager. Mais ça, c'est ce qui pose problème sur cette affiche, c'est que vous avez un peu mis tout le monde dans le même panier. Par exemple, les socialistes, oui, mais Raphaël Glucksmann, les socialistes disent que ce sont ces droits d'auteur, c'est pas du tout des rémunérations liées à des lobbies. J'ai mis le montant des rémunérations annexes. Et vous savez, je comprends que les socialistes soient un peu fébriles. Leur vice-présidente socialiste grecque a été prise la main dans le sac. J'aurais pu la mettre aussi avec des centaines de milliers d'euros qui venaient du Qatar et qui étaient au cœur d'un scandale de corruption du Qatar. Honnêtement, je ne l'ai pas mis parce que j'estime que les socialistes français ont désapprouvé ce type de pratique. Mais vous voyez, mais justement, pourquoi avoir mis Raphaël Glucksmann? Est-ce que maintenant qu'il a expliqué clairement que c'était des droits d'auteur, vous regrettez de l'avoir mis sur cette affiche? Je ne regrette absolument pas. Mais il est clair que maintenant, charge aux socialistes de s'engager sur cette proposition. Je le souhaite. Et les droits d'auteur de Raphaël Glucksmann, rassurez-vous, ne seront pas concernés par ma proposition. Et j'espère qu'ils vont prendre le même engagement que moi, qui est un engagement qui me paraît sain dans une démocratie, parce que oui, au Parlement européen, les lobbies font trop souvent la loi. Et je me suis battue pendant des années pour faire adopter cette chose simple de pas un euro reçu de lobby d'entreprise ou d'État étranger. Et ça n'a jamais été adopté. Mais vous dites pas de montage, je me suis trompée, j'aurais pas dû le mettre sur l'affiche, ça brouille un peu le message. J'ai mis le montant des rémunérations annexes. Est-ce que c'était vrai ou faux? C'était vrai. Et je vous le dis, les droits d'auteur de Raphaël Glucksmann, rassurez-vous, même s'ils sont assez importants, ne seront pas concernés par cette proposition. Et j'espère que les socialistes vont s'engager à mes côtés sur cette proposition. Tant mieux si on peut au moins avoir gagné ça. Vous avez été sollicité vous-même par des lobbies pour... Vous en avez refusé? Alors, déjà, il y a plein de petits cadeaux insidieux qu'on reçoit, une invitation à déjeuner, à dîner, etc. D'euros, là. Moi, je n'ai pas reçu de proposition financière en mode on va vous faire un chèque, pour dire les choses très clairement. Disons que j'ai une petite réputation aussi au Parlement européen de dénoncer systématiquement toute proposition, tout lobby. Il y a des choses horribles qui sont faites, par exemple des associations conservatrices, intégristes catholiques qui se mobilisent contre l'avortement, qui envoient des fœtus en plastique. Voilà, c'est des choses plus ou moins horribles, mais il faut prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Une des personnes qui était sur le visuel, qui s'appelle Angelika Niebler, qui est une députée de droite du PPE, a reçu plusieurs dizaines de milliers d'euros d'entreprises pour notamment ingérer dans un texte sur lequel j'ai travaillé qui s'appelle le devoir de vigilance des multinationales. Et elle travaillait pour des entreprises qui étaient mises en cause pour violation des droits humains. Et le texte sur lequel je travaillais précisément visait à mettre un terme à l'impunité de ces entreprises qui violaient les droits humains. Voilà concrètement des cas comme ça, mais j'en ai à l'appel. C'est Rachida Dati aussi, qui a reçu 800 000 euros de la part de Renault, 900 000 euros de la part d'Orange. Pourquoi ces pratiques sont encore autorisées? Ce que je propose, mais devrait être ultra consensuel, et pourquoi suis-je la seule? Et Raphaël Glucksmann vous répond, il est en ce moment dans la matinale de France Inter, il dit qu'il s'engage à ne pas prendre 1 euro des lobbies. Voilà. Tant mieux, on aura gagné. Maintenant, j'invite l'ensemble des autres têtes de liste à s'engager de la même manière. Je remercie Raphaël Glucksmann de s'engager à mes côtés sur ce sujet. Un dernier mot sur Raphaël Glucksmann. Oui, bien sûr, parce que dans la bataille qui à gauche vous oppose à Raphaël Glucksmann, vous ne faites pas trop de cadeaux quand même. Est-ce que je ne reçois pas les cadeaux. Je peux comprendre. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un atout ou un handicap dans cette bataille? Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il a fait 22% à l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui a permis à la gauche de tenir debout. Je le dis singulièrement en tant que députée européenne. Je vois la situation de la gauche s'effondrer dans plein de pays en Europe. En Italie, vous n'avez plus de gauche. Dans les pays du nord de l'Europe, quand les sociodémocrates ont gouverné, ils ont installé l'extrême droite au pouvoir. Donc moi, je suis fière qu'il y ait une gauche qui est tenue dans ce pays. Je suis fière que Jean-Luc Mélenchon aussi ait permis de créer la NUPES.
En 2022, Jean-Luc Mélenchon, quand il fait 22%, il aurait pu dire « Allez, j'ai gagné le game, merci, au revoir, c'est moi le boss, et allez vous faire voir le reste de la gauche ». C'est pas ce qu'il a fait. Il a ouvert les portes aux socialistes, avec qui on avait quand même des divergences liées au quinquennat de François Hollande. Il a ouvert les portes aux communistes, aux écologistes, en leur disant « Créons la NUPES ensemble ». Ça nous a permis d'élire 151 députés à l'Assemblée nationale. Ça nous a permis d'ouvrir un chemin d'espoir pour la gauche. Et moi, c'est ce chemin d'espoir que je veux poursuivre. Dans cette élection européenne, je suis la seule à continuer de défendre le programme de la NUPES. Et je regrette que le Parti socialiste et Raphaël Glucksmann aient fait le choix de s'éloigner de la NUPES. Ils ont le droit de le faire, évidemment, c'est la démocratie. Mais je le regrette à titre personnel. Et moi, j'aurais préféré qu'on défende collectivement ce programme commun de la NUPES, qu'on assume une rupture avec la cogestion européenne, où socialistes, libéraux et la droite décident ensemble, votent ensemble les traités de libre-échange, les règles d'austérité. Voilà, moi, comment je vois les choses. Maintenant, c'est les électeurs qui en décideront. Mais je suis sûre qu'il y a des millions d'orphelines et d'orphelins de la NUPES à travers le pays qui sont encore attachés à ce programme et qui seront nombreux à nous soutenir le 9 mai. Mais est-ce qu'on a un peu le sentiment dans cette campagne que la France insoumise attaque plus Raphaël Glucksmann que Jordan Bardella, par exemple? C'est pas vrai. Tant donné en tête. Oriane Mancini, si vous avez dit précédemment que vous avez écouté mes meetings. Et j'ai écouté les débats aussi, où effectivement vous avez vivement attaqué Jordan Bardella. Voilà. Mais, donc vous avez la réponse à votre question. Mais non, mais en général, Raphaël Glucksmann lui-même le dit, hein, il est ciblé par la France insoumise dans cette campagne. Jordan Bardella, on a quand même l'impression que vous le ciblez moins. Non, pas vous personnellement, la France insoumise en général. Alors qu'il est pourtant lié avec l'AfD. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, je profite de ce plateau pour redire que non seulement Jordan Bardella n'est pas le parti à la flamme nationale, mais le parti à la flemme nationale, parce qu'il a déposé en l'espace de 5 ans de mandat 21 amendements, quand j'en ai déposé 3500. Donc pardon pour des gens qui prétendent défendre la valeur travail. C'est lui qui est un assisté et un profiteur. Il est payé par l'argent public à ne rien faire au Parlement européen. Jordan Bardella, vous avez raison de dire qu'il a les pires alliés au niveau européen. L'AfD, ses alliés allemands qui sont pour expulser tous les Allemands d'origine étrangère. On voit leurs origines nazies, et j'assume de le dire. Jordan Bardella est aussi une espèce de ballon de baudruche en matière sociale, mais ne défend jamais l'intérêt des travailleurs. Je l'ai vu à l'audition du MEDEF il y a quelques semaines faire sa danse du ventre devant le MEDEF pour leur promettre de leur donner les pleins pouvoirs. La réalité, c'est que Jordan Bardella, c'est le larbin des grands patrons, qu'il s'oppose systématiquement à la taxation des super-profits, à la taxation des super-fortunes, à la hausse du salaire minimum. Et oui, à la fois l'extrême droite et les macronistes sont mes adversaires principaux dans cette campagne. Si c'était pas clair, je vous le redis à cette antenne. Et je crois que c'est notre stratégie politique, et c'est ce qu'on continuera à défendre jusqu'au 9 juin. Alors, parmi vos combats au Parlement européen, il y a la question des traités de libre-échange. Vous dites que vous n'en avez voté aucun, que vous êtes la seule à n'en avoir voté aucun parmi les autres candidats. Quand on voit la balance commerciale de la France, est-ce qu'on peut se passer de traités de libre-échange ? Pourquoi les traités de libre-échange sont un problème ? C'est une folie à 3 niveaux. C'est une folie d'abord d'un point de vue sanitaire, parce qu'on importe des produits, notamment des produits agricoles, qui ne respectent pas les mêmes normes sanitaires, qui sont notamment élaborés avec des pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne. C'est une folie d'un point de vue environnemental, parce qu'on va importer de l'autre bout du monde des choses qu'on sait et qu'on peut produire ici. L'exemple le plus symptomatique, c'est l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, où on importe du lait littéralement de 20 000 km d'ici, la Nouvelle-Zélande étant le premier exportateur de lait au monde, alors que nos producteurs de lait n'arrivent pas à écouler leur stock en France. Et c'est enfin une folie sociale, puisque ça cause de la concurrence déloyale pour nos agriculteurs et nos industriels. Et pour toutes ces raisons-là, oui, je m'oppose fermement aux accords de libre-échange. Mais il n'y a aucun. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi bons pour notre agriculture et pour nos exportations agricoles ? Quel est le principe des accords de libre-échange ? C'est d'abaisser complètement les barrières douanières. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune barrière douanière, et c'est le libre-échange, les marchandises entrent et sortent comme elles veulent. Ce que je propose, c'est pas la fin des échanges. Ce que je propose, c'est un principe de privilégier la production locale pour pouvoir produire en France et en Europe ce dont nous avons besoin. Mais il est évident qu'on n'arrêtera pas demain d'exporter du fromage et du vin. Pourquoi ? Parce que le fromage français et le vin français sont d'une qualité extraordinaire et bien supérieure et très singulier sur le marché mondial. Et bien sûr que nos producteurs de vin et de fromage continueront à avoir des débouchés à l'international. Par contre, je ne suis pas d'accord pour que nos producteurs de viande ovine, nos producteurs laitiers soient face à une concurrence déloyale qui provient des 4 coins du monde et qui ne respecte pas les mêmes normes sociales, environnementales et sanitaires.
Vous prenez, vous l'avez dit, une taxe permanente sur les super profits. Pour toutes les grandes entreprises, ça veut dire pas seulement celle du secteur énergétique? Oui, alors d'abord, la taxation sur le secteur énergétique, elle est finalement très faible, à la fois par son assiette fiscale, par son taux d'imposition. Elle a rapporté très peu d'argent à la France, à peine 300 millions d'euros. Mais c'est une brèche qui est ouverte, qui est la démonstration... Le maire veut la revoir pour qu'elle rapporte plus. Oui, enfin, pardon, il a refusé de la prolonger et il ne s'est pas battu au niveau européen pour qu'elle soit plus ambitieuse. Donc, les hypocrites de ce genre, moi, j'en ai assez soupé. La taxation sur les super profits, quel est l'objectif? C'est aujourd'hui, la question qui nous est posée, c'est qui doit payer? Qui doit payer notamment la crise? On voit que le gouvernement français redouble d'ingéniosité, une forme de concours Lépine de comment faire payer les Français. Un jour, c'est la réforme de l'assurance chômage. Le jour d'après, c'est le président du groupe macroniste à l'Assemblée nationale qui dit on va peut-être geler les pensions de retraite. C'est quand même pas rien, geler les pensions de retraite. Le jour d'après, c'est l'augmentation du reste à charge sur les médicaments. Moi, je refuse qu'on fasse payer les Français. Je préfère qu'on mette à contribution les super profits des grandes entreprises qui ont doublé depuis 2019 et les super fortunes qui ont vu les millionnaires, leur fortune doubler depuis 2017, notamment après la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune par Emmanuel Macron. Bruno Le Maire, puisque Bruno Le Maire, il veut une taxe sur les très très riches, sur les milliardaires. C'est ce gouvernement qui a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors au bout d'un moment, je ne sais pas comment le dire, mais j'en ai marre de cette hypocrisie. Ils vont nous dire, oui, alors nous on le défend au niveau européen, puis après au niveau européen, ils disent, non, il faut le niveau mondial, et puis quoi, le niveau mondial, il faut la Lune et je ne sais quoi d'autre, et la planète Mars. Vous voyez, ce sont des gens complètement Mais il n'a pas raison de dire qu'il faut plus que ça se fasse au niveau européen, au niveau mondial, et que si on le fait au niveau français, ça fera juste fuir les riches de France. Non, alors déjà, c'est pas vrai que ça fasse fuir les riches de France. On l'a vu au moment où il y avait l'ISF qui était en place en France, les riches de France n'ont pas fui. Et puis, vous voyez, c'est toujours une manière de se dédouaner de leurs responsabilités. Bruno Le Maire est quand même celui qui a fait 50 milliards d'euros de cadeaux par an aux plus riches de notre pays, aux grandes entreprises, et ensuite il revient 5 ans plus tard pour nous dire qu'il y a un problème avec 10 à 20 milliards d'euros par an. Pardon, mais c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Et Bruno Le Maire, il ferait mieux de regarder un peu son miroir le matin et se dire beau miroir, je ne sais plus quelle est l'expression, oh mon miroir. Miroir, mon beau miroir. Miroir, mon beau miroir. Qu'as-tu à me dire ce matin? Et le miroir devrait lui répondre, bon Bruno Le Maire, c'est quand même toi qui as fait tous ces cadeaux fiscaux ces dernières années. Donc, vous voyez, je refuse... Entre la taxe sur les super profits, le fait que vous voulez limiter les rémunérations de 1 à 20, est-ce que vous ne craignez pas de trop taper sur les entreprises et de nuire finalement au commerce européen? Alors, la limitation des salaires de 1 à 20, d'où elle vient? D'abord, elle vient d'une chose qui doit scandaliser tous ceux qui nous regardent, de l'indécence de certaines rémunérations. Vous prenez le PDG de Stellantis, c'est plus de 36 millions d'euros. C'est 1700 fois le SMIC. Pardon, mais est-ce qu'il a certainement beaucoup de talent, le PDG de Stellantis, et encore que on pourrait discuter de sa stratégie industrielle. Mais il n'a pas 1700 fois plus de mérite qu'un salarié de son entreprise. Faut être un peu sérieux. Limiter les salaires de 1 à 20, si vous avez votre plus bas salaire qui est au SMIC, ça laisse plus de 35 000 euros par mois. 35 000 euros par mois, ça va? Vous vivez plutôt pas mal, je pense. Et si le PDG veut être mieux payé, alors qu'il augmente le salaire minimum, je pense que c'est une proposition de bon sens et que, en vrai, tout le monde s'en remettra. Fabrice, vous avez une dernière question? Oui, sur la campagne en elle-même, Emmanuel Macron rentre chaque jour un peu plus dans la campagne, aux côtés de Valérie Gaillet. Est-ce que sur un plan institutionnel, ça vous choque? Oui, ça me choque et c'est la raison pour laquelle j'avais notamment demandé à ce que son temps de parole de son discours de la Sorbonne soit décompté du temps de campagne de Valérie Gaillet, sa tête de liste, ce que l'Arcom a confirmé. Donc l'Arcom nous a donné raison et c'est la démonstration d'un dévoiement des outils, des moyens de l'État au service d'une campagne. Et je le dis, en démocratie, il n'y a pas de candidature officielle. En démocratie, on doit tous être traités à égalité. On attend maintenant une réponse de la Commission nationale des comptes de campagne. Je pense que les frais d'organisation devraient être aussi imputés au budget de campagne de Valérie Gaillet. Et on sent une fébrilité dans le camp macroniste. Bon, je les comprends. À leur place, je serais assez fébrile. Et puisqu'Emmanuel Macron veut s'imposer partout dans cette campagne, alors je le dis à tous ceux qui sont en désaccord avec Emmanuel Macron, venez voter pour nous. Si vous étiez mobilisés contre la réforme des retraites, venez voter pour nous, qu'au moins Emmanuel Macron comprenne le message d'un point de vue démocratique que le peuple s'exprime. Et le message est passé. Merci Manon Aubry. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Demain, suite de nos rendez-vous avec les principales têtes de liste, on recevra Marie Toussaint, la tête de liste des écologistes. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Fabrice. On passe au Club des Territoires. On va revenir sur votre débat d'hier.